Merci, merci encore une fois d'être au rendez-vous de ces après-midi de la tech. Alors aujourd'hui, nous allons sûrement indexer, pointer du doigt les Sérères et les Diola parce que nous parlons de vol de bétail. Et je me rends compte aujourd'hui que ceux qui nous volent notre bétail dans le monde rural, ce sont les Diola et les Sérères, même si bien entendu ma blague sur Facebook a provoqué beaucoup de réactions hein, pour se moquer de moi. Quelqu'un me dit, mais Ousmane, les Sérères, les Diola qui volent quand même le bétail des Peuls, dites-nous que vous rêvez. Dans tous les cas, c'est une thématique qui reste drôle, en même temps très, très sérieuse, parce que le vol de bétail, ça crée quand même des pertes énormes et un manque à gagner énorme pour les États, mais d'abord pour les éleveurs. Chaque année au Sénégal, au Nigeria, dernièrement, on en a parlé avec Eliman sur la bande FM, mais globalement, c'est une problématique qui regarde tous les pouvoirs publics. Le Sénégal, dernièrement, a revu à la hausse, hein, donc à renforcer, à corser davantage son arsenal juridique, mais il reste que la thématique, bien entendu, est hélas, malheureusement, donc toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous avons la chance, dans ces après-midi de la tech, la série de panels que nous animons depuis bientôt 2 ans en ligne, de mettre un point d'honneur à en reparler parce qu'il nous a semblé que c'était intéressant de réunir l'ensemble des acteurs, en tout cas les sensibilités les plus concernées par cette question, par ce casse-tête même, devrais-je dire. Aujourd'hui, quand on parle d'élevage, on parle d'éleveurs tout d'abord, aucune récupération. Bien entendu, nous avons la chance d'avoir Ismaël Sow. J'oublie le junior pour remercier le senior, le Ismaël Sow senior. Je viens d'apprendre qu'il avait quelques soucis et je prie bien entendu qu'il se rétablisse très vite parce que Ismaël Sow, ses interventions sur la bande FM et à la télé, c'est d'abord une pertinence avérée, mais c'est ensuite beaucoup de rire hein, provoqué chaque fois avec son français que j'adore et je le disais en taquinant, en l'appelant avant qu'il nous envoie son jeune frère Ismaïla, son tourneau, que ça aurait quand même été bien qu'on rit un peu de son français aujourd'hui dans ces après-midi de la tech. Mais on est quand même ravis de recevoir Ismaël Sow Junior qui remplace le Ismaël Sow Senior. Ismaël Sow Junior est le coordonnateur. Ismaël, je vais certainement retrouver la présentation dans quelques instants, mais il est de la maison des éleveurs, le conseil national de la maison des éleveurs. C'est bien cela, Ismaïla? Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, merci. Ismaïla me faisait tout à l'heure la confidence qu'il s'est déplacé des profondeurs du Sénégal à la ville de Thiès pour se faire entendre de nous parce qu'on parlait de qualité de service tout à l'heure. Si on en a à Dakar, j'imagine bien évidemment que dans le monde rural également, on en a aussi et surtout, mais quand même il a fait cet effort de quitter le village pour rejoindre la ville et se faire entendre de la communauté de la tech. Aujourd'hui, on en est très très honoré. Il nous donnera son appréciation, bien entendu, de la solution de l'équipe de Eliman tout à l'heure, sachant que Eliman n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier non plus à avoir réfléchi à ça. Et je parlais avec le maire de Guet Ardo, qui est un grand ami aussi dans la soirée, et il me faisait savoir que dernièrement, les Italiens avaient mis en place une solution comme ça, avec ces limites que Eliman nous détaillera également, parce que la géolocalisation, elle a beaucoup de limites également. On y reviendra. Après Ismaël Sow Junior, nous avons le plaisir, parce qu'on parle d'éleveurs, on parle d'élevage aussi hein, avec le ministère de l'élevage, à travers docteur Astou Fall Diaye, Madame Diaye, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être également avec nous cet après-midi. Madame Diaye est la Madame Antivol du ministère de l'élevage, où elle s'occupe de la cellule de lutte contre le vol de bétail. Et bien entendu, ça nous réjouit parce que quand au ministère de l'élevage, on crée une cellule dédiée au vol de bétail, ça veut dire qu'on en a pris la pleine mesure et c'est plutôt heureux. Après Ismaël Sow, après Dr Astou Fall du ministère de l'élevage, j'ai le plaisir d'introduire à présent un homme que j'interviewe régulièrement sur e-radio et ITV par endroit, colonel Sankoun Fati. Colonel Sankoun Fati est colonel de gendarmerie
à la retraite. Hein. Il a une de ces brillantes présentations qui s'applique à chaque fois à la radio, quelque chose de classe exceptionnelle. Il y reviendra parce que, bien entendu, ça renvoie un peu à la fierté militaire quand on décide d'enfiler quand même la tenue pour défendre les couleurs nationales. Et nous avons l'immense honneur de le recevoir cet après-midi. Colonel Sankoun Fati réfléchit beaucoup à la problématique du vol de bétail, mais j'aimerais aussi parfois, bien entendu, par endroit le présenter comme ancien colonel, donc colonel de gendarmerie à la retraite. Il nous donnera un peu son regard parce que nous n'avons pas pu avoir les forces de défense et de sécurité en exercice avec, bien entendu, ce que vous connaissez déjà très bien, la longue procédure qu'il faut suivre alors qu'on n'avait pas tout le temps pour ça. Et puis, je fais exprès de terminer par Eliman Mamoudou Kane. Eliman Mamoudou Kane, qu'on ne présente plus aujourd'hui, je pense très bien. Moi, je l'ai reçu dernièrement à la radio. Nous parlions de sa solution, de ses solutions avec son équipe basée à Dakar. Eliman est un grand habitué du monde rural. Il n'aura pas certainement besoin de nous rappeler que le déclic un peu autour de ce business, de cette activité, est né en 1992, quand son papa s'apprêtait à aller dans l'enclos et tirer de là le gros billet que tout le monde attendait. Eh bien, son papa est arrivé. Il a trouvé qu'un très gentil voleur avait subtilisé la bête et donc c'était enfui avec le bélier, le mouton de Tabaski. Et depuis, il a eu cette géniale idée, à défaut de rattraper le voleur, d'aider un peu à la localisation du bétail. Et aujourd'hui, nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Eliman Mamoudou Eliman Kane, à vous l'honneur d'abord pour nous dire comment, pour vous présenter d'abord dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas que nous qui vous écoutons, qui vous suivons. Ce panel est ouvert à l'ensemble de nos followers sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Peut-être dans un premier temps, Mamoudou Eliman, une rapide présentation de vous. Merci beaucoup, Ousmane. Alors, moi, c'est Eliman Kane. Donc, je suis à la base ingénieur en électronique et télécommunications. Et ça fait 10 ans que j'entreprends d'abord dans le domaine du software dans un premier temps. Et depuis 3 ans, je m'investis davantage dans le domaine de l'Internet des objets pour essayer de répondre à la problématique du vol de bétail. Donc, c'est pour ça que nous avons créé la société Africa Smart Citizens qui propose 4 produits autour du vol de bétail. On aura éventuellement l'occasion d'y revenir. Mais globalement, voilà ce que nous faisons, software et Internet des objets. Oui, et les solutions, est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? En quoi ça aide dans la lutte contre le vol de bétail? Après, le reste des panélistes fera le plaisir d'apprécier. Très bien. Merci beaucoup, Ousmane. Alors, jusqu'ici, on a 4 produits qui permettent d'aider à lutter contre le vol de bétail. Comme on dit, on n'empêche pas le vol, mais on fait de sorte qu'on donne l'information de manière précoce et de la manière la plus possible, la plus rapide possible. Notre premier produit consiste en un collier GPS qui permet de géolocaliser les animaux. Et ici, notre valeur ajoutée, c'est le fait que quand on essaie de sectionner le collier, vous avez l'information en temps réel sur 3 numéros de téléphone différents. En mettant la position, il vous donne la nature du forfait qui est en train d'être commis. Ça, c'est pour résumer. Ensuite, on a un deuxième produit qui aujourd'hui permet, quand on l'installe dans un enclos donné, c'est comme si on rendait la bergerie intelligente. Donc, dès qu'il y a intrusion au niveau des portes, murs ou fenêtres, et je dis bien même murs, si vous cassez une brique de la taille où vous pouvez faire passer votre doigt, vous avez des sirènes assourdissantes qui se déclenchent, vous avez des SMS qui partent et vous avez des projecteurs qui s'allument. Ça, c'est vraiment pour renverser la peur. Cette même bergerie connectée, on a une troisième variante qui permet de l'avoir, cette fois-ci, mais dans un enclos mobile. Ça veut dire qu'on peut avoir un grillage de pêche, on peut avoir un grillage normal, donc en fer, et on peut y mettre notre dispositif, cette fois-ci couplé à de l'énergie solaire que le berger peut déployer et voyager avec, surtout pour les nomades et pour aussi éviter les conflits entre éleveurs et agriculteurs parce que ça permet de circoncire le bétail dans un périmètre bien déterminé. Et le quatrième, non moins important, c'est les cordes connectées qui permettent aujourd'hui, si vous attachez votre bélier grâce à une corde, de pouvoir avoir l'information quand on essaie de détacher la corde ou quand on essaie de sectionner la corde. Donc voilà de manière ramassée
les 4 produits que nous avons et qui tournent autour d'une alerte précoce avec information envoyée ou stress envoyé vers le voleur. Et l'information précise SMS renvoyée vers 3 numéros différents. Oui, en préparant ce panel, je parlais avec Mamadou Lamine Ka du ministère de l'Élevage que je connais bien, qui est un camarade cestien. Il me faisait une remarque que j'ai trouvée pertinente. Il me dit, dans le monde rural, on a énormément de vaches. Ismaïla peut en témoigner, machallah. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même mettre toutes ces vaches, est-ce qu'on peut les réunir dans un seul enclos? Oui, bien évidemment. Tout dépend en fait de la personne. Le système, quand il s'agit du périmètre à couvrir, il ne coûte pas cher. C'est juste le prix d'entrée qui permet, qui est un peu lourd, on va dire entre guillemets. Mais quand il s'agit d'avoir un périmètre à couvrir de 400 mètres, 800 mètres, 1 km, etc., à ce niveau-là, ce n'est pas du tout cher. Maintenant, quelle est la taille de son troupeau? Combien mesure le périmètre, lui, qu'il souhaite avoir? C'est des dimensionnements, nous, qu'on fera à titre individuel pour pouvoir dire, pour ce type de bétail ou bien pour cette taille, vous aurez besoin d'un enclos mobile qui aurait telle distance ou tel périmètre à couvrir. Merci. On reviendra un peu, bien entendu, au fur et à mesure avec vous. Ismaël Sow, peut-être une première appréciation, vous, l'éleveur en chef. Voilà, merci M. Gueye, en tout cas, pour cette invitation-là. Je vous en prie. Je remercie également les différents acteurs, en tout cas, qui sont là, assis autour de la même table, à savoir notre doyen, colonel Sakoum Fati, et madame qui est l'autre là, docteur Fall. Donc, vraiment, c'est une dame qu'on connaît beaucoup, son engagement et son humilité, mais également à M. Khan, en tout cas, qu'on présente nos vives félicitations pour les efforts consentis à l'endroit de la nation sénégalaise. Je le dirais parce que les questions de vol de bétail, en tout cas, concernant la lutte sur ce phénomène-là, nous, on a l'habitude de le dire de façon sociale. On se dit que combattre ce fléau-là, en tout cas, est une acte citoyen. Parce que pas mal de gens ont investi aujourd'hui pendant des années autour de ce secteur-là. Et finalement, un jour, ils se retrouvent en tout cas dans des conditions extrêmement difficiles parce qu'on n'a plus rien. Donc, on a eu des familles qui ont été décimées. Moi-même, à qui vous parle, hein, l'année dernière, on a perdu en tout cas des dizaines de chèvres donc, dans nos exploitations. Et récemment même, il y a des jeunes qui sont membres de nos organisations, qui ont leur maîtrise, qui étaient venus investir en tout cas dans le secteur de l'élevage et qui ont en tout cas été victimes de ces questions de vol de bétail-là. Et ce qui fait plus mal à ces jeunes-là, c'est qu'ils font de l'élevage, en tout cas des raches, ladou, et l'autre là, il est côté vers Gorom comme ça, lui aussi il fait de l'élevage des métis, la bœuf, donc vous savez très bien, c'est des investissements énormes. Donc, si on dit que cette question de vol de bétail, en tout cas, entraîne des pertes énormes à coût de milliards au niveau du pays, ça se voit et ça se sent et ça se ressent même au plus profond, en tout cas, de la couche des sociétés. Maintenant, moi, je dirais que créer aujourd'hui des alternatives du point de vue technologique est une des actions prioritaires aujourd'hui, étant donné le contexte du monde aujourd'hui qui est beaucoup basé sur le numérique. Tout éleveur aujourd'hui a au moins un smartphone. Tout éleveur aujourd'hui a au moins un téléphone portable avec lui. Donc, ils se communiquent, ils s'échangent aujourd'hui entre eux. Donc, il y avait des moyens qui étaient là, une gestion communautaire, une gestion concertée, basée beaucoup plus sur la solidarité et qui a fait des résultats. Mais aujourd'hui, si on parvient aujourd'hui à associer ces aspects numériques-là dans la lutte contre cette question liée au vol de bétail, je pense très bien que c'est un atout énorme que nous saluons. Maintenant, je sais que chaque chose a ses limites, comme l'a bien dit en tout cas M. Khan, parce que nous, au niveau des éleveurs, le problème qu'on a, on a un problème d'appropriation et de compréhension de ce contenu technologique. C'est-à-dire que qui dit élevage, on ne règle pas les questions uniquement au niveau de l'enclos. C'est-à-dire que le bétail est mobile. Nous, on sillonne les différents coins et les recoins du Sénégal. Nous sommes des transhumants. On part un peu partout.
Et le véritable problème que les gens se posent, on te dit, un seul collier suffit-il au moins pour couvrir tout un cheptel, en tout cas d'environ 300 à 400 têtes. Et s'il s'agit des moutons, on se retrouve même avec des exploitations qui ont plus de 1000 têtes. Là, c'est une question qu'on se pose des fois. Autre aspect, c'est au niveau également de la fiabilité même de ces colliers-là. Parce qu'un jour, un Sérère qui est là, dans la zone de Diourbel, m'a raconté, il m'a dit qu'il avait un collier sur son cheval. On a volé non seulement le cheval, on a volé également le petit du cheval, et puis en plus le collier. Et le collier. Oui, il m'a dit, moi, je n'ai pas vraiment compris comment utiliser ça, au moins pour permettre à ces éleveurs-là de pouvoir appliquer convenablement ce qu'il a. Donc moi, je vois un problème de communication autour de cet acquis-là, de ces outils technologiques-là. Autre affaire qu'on aimerait également souligner, c'est la qualité de nos réseaux. Donc nous-mêmes qui sommes là, dans des localités les plus proches, on a des problèmes pour se connecter. Et des fois, on nous dit que ces colliers-là demandent de l'accessibilité à des intranets. Des fois, ils le disent. Nous, on se pose la question, nous, on n'a pas toujours l'accès à cet Internet-là. Qu'est-ce qu'on doit procuriser? Donc, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire pour le moment autour de ces colliers-là. Donc, ça mérite une information particulière, également une mutualisation de l'ensemble de ces efforts-là, qui, en tout cas, se manifeste autour de cette clé-là, de ce table-là. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait tous les acteurs-là pour discuter comment en tout cas rendre disponible l'information, mais également comment vulgariser beaucoup plus là cette information-là pour permettre en tout cas à ces éleveurs-là de pouvoir protéger convenablement leurs exploitations. Je vous remercie pour le mot. Merci Ismaïla. Docteur Assoufal du ministère de l'Élevage. Oui, merci beaucoup, M. Gué. Je suis très honorée d'être parmi vous sur ce panel qui est très important, qui parle d'un phénomène, le vol de bétail qui gangrène beaucoup le secteur de l'élevage. Je vais emboîter le pas à Ismaïla Sow pour saluer tous les panélistes, M. Kane, le féliciter et l'encourager pour ce qu'il est en train de faire pour la lutte contre le vol de bétail. Mes respects au colonel Fati, Sankou Fati et M. Ismaïla Sow aussi. Je le salue et je connais aussi son engagement et sa détermination. Il est dans la maison des éleveurs. Bien que le Seigneur n'est pas là, mais comme le Seigneur est là, c'est bon, c'est important. Et souhaiter aussi la communauté chrétienne un bon carême. Oui, un bon carême. Voilà, comme vous le savez bien, le vol de bétail, c'est un fléau qui s'attaque aux biens des couches les plus vulnérables de notre société. Toutes les couches de notre société sont touchées par le vol de bétail. Les gens ne veulent plus s'investir parce qu'ils ont peur d'être attaqués par le vol. J'ai entendu un autorité me dire que je veux faire de l'élevage, mais quand on passe aux voleurs, on recule. Donc, c'est une... Ah oui, vous voyez, donc je vais vous citer comme exemple. Pour vous dire que les gens veulent faire de l'élevage, mais ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils ont peur de ce que les gens peuvent faire après, derrière le dos? Ils achètent des moutons de race. Il a dit Ismaël. Après, une semaine après, on vient ces jours pour les arracher, ces animaux. Des bovins, des ovins, tout ça, ça nécessite quelque chose. Le ministère l'a bien compris. Parce que vous le savez, la cellule de lutte, il était rattaché à la direction de l'élevage. Mais maintenant, comme le ministre a compris que le vol de bétail, c'est important parce que c'est tout le secteur de l'élevage. L'élevage, quand les éleveurs ne vont plus, donc il n'y aura pas d'élevage. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de l'ordinateur pour qu'on vous entende mieux, s'il vous plaît? D'accord, j'ai un problème de son. On va dire que le ministère a compris. Oui. Il a compris que le vol de bétail est tellement important qu'il a rattaché directement au cabinet. Pour vous dire que les dossiers du vol traitent au jour le jour. Ça n'attend pas, ça ne traîne pas. Donc, si on voit des jeunes comme M. Kane, on va appeler le panel. Le panel va nous servir comment on peut le dire, il va nous servir pour discuter avec lui parce que je ne le sais pas encore, on n'a pas encore eu le temps d'écouter sur ce qu'il a inventé, qui est la technologie. C'est important parce que, je l'ai dit ce matin, le vol du portable était fréquent, très fréquent, mais maintenant on ne peut plus les portables parce que si on les vole, la traçabilité est facile et rapide. Donc, on l'a vu avec le téléphone de Khalidou Koulibaly, n'est-ce pas? Voilà. C'est important que nous puissions localiser le bétail. À chaque fois
il y a cas de vol, que l'éleveur sache que mon animal, qu'il puisse géolocaliser son animal. Maintenant, comme on le dit, il y a une nouvelle technologie, il y a des limites. Bon, je ne sais pas, M. Khan, qu'est-ce qu'il prévoit de faire, parce que j'aurais aimé bien comprendre ses limites aussi, les limites de la nouvelle technologie. S'il est connecté directement à la smartphone, ou bien s'il y a des tablettes à joindre aussi, on le sache, comme ça va permettre aux gens de comprendre. Ces genres d'activités, on va les vulgariser ensemble, beaucoup communiquer, parce qu'il a dit l'éleveur Ismaïla Sow, que le problème qu'ils ont, c'est de comprendre comment ils l'utilisent. Parce que tu peux acheter un collier, mais il faut savoir le manipuler. On parle d'enclos mobile. Il faut qu'on comprenne aussi l'enjeu qu'il y a par rapport à ça. On a besoin de tous ces éléments pour comprendre exactement qu'en est-il à faire pour éradiquer ce vol. Parce que nous comptons sur la nouvelle technologie. Même sur le plan d'action qu'on a fait, nous comptons sur la nouvelle technologie pour éradiquer le vol. Sur l'identification du bétail. Si on a des coulées mobiles, on aura une base de données de tous les animaux qu'on a identifiés. Et ça va nous permettre de connaître la traçabilité de chaque animal. Donc, ce sera une base de données que le service de l'élevage aura à notre disposition. Donc, docteur, oui, en attendant que vous puissiez améliorer l'audio, on vous entend très, très, très mal. On a beau tendre l'oreille. Moi, j'ai une dernière question avant de donner la parole à Colonel Sankou Fati, mais bien entendu, après, on vous revient plus tard. Vous nous dites de suivre les dossiers, vous les traitez, les dossiers, les cas de vol, mais vous les traitez comment en fait? Vous y donnez quelle suite? Bon, en général, vous savez que bien que le service de l'élevage est impliqué sur le cas de vol, mais les forces de l'ordre aussi sont impliquées. Parce qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand il y a un vol? En général, c'est les forces de l'ordre qui nous renseignent ces cas de vol. Si on répercute ces vols, on est en train de monter des comités de vigilance dans les villages et les quartiers. On est en train de discuter sur comment faire pour que les chefs de village même s'impliquent dans la lutte contre le vol de village, comme le vol de bétail à côté des éleveurs, comme la maison des éleveurs qui est avec nous. Il y a aussi la DIRFEL, la direction des femmes en élevage. Il y a aussi une comité de lutte contre le vol de bétail qui est dirigée par un autre éleveur aussi. Donc, c'est important qu'on réunisse tous ces gens pour que nous puissions discuter sur comment faire pour éradiquer ce vol. On est sur l'identification du bétail. On achète des boucles d'identification. Maintenant, si on peut associer les colliers et les enclos mobiles, ce sera important pour nous. Merci beaucoup, docteur. Essayez de voir, s'il vous plaît, un peu, de revoir la qualité de la connexion chez vous. Colonel Sankoun Fati, colonel de gendarmerie à la retraite, acteur de la société civile, donc vous avez une double casquette. Bien entendu, on précise à votre décharge que vous ne parlez pas au nom de la gendarmerie nationale, vous êtes à la retraite, mais on aimerait quand même avoir le regard d'un homme de tenue par rapport à cette problématique. Je disais à Eliman dans un premier temps lors de l'émission radiophonique que c'était très bien qu'on ait des colliers et des enclos connectés, mais derrière, si on pouvait interconnecter ça avec la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police, ça pourrait permettre, par exemple, des interventions à temps réel. Vous en dites quoi? Bon, merci donc de m'avoir associé justement à cette réflexion. Et je salue tous les panélistes et salue également l'initiative, parce que comme vous savez, le vol de bétail est un des fléaux, les plus grands fléaux, pour preuve qu'on a criminalisé le vol du bétail. Bon, moi, personnellement, que je regrette, parce qu'en tant que juriste, on parle de criminalisation, mais la criminalisation ne fait qu'alourdir les procédures. Alors que si c'est la même chose d'ailleurs quand on parle des actes contre nature. Donc, voilà, ça alourdit les procédures parce que même quand on prend quelqu'un en flagrant délit, on ne prend plus il faut que ça passe par le juge. Donc, ça alourdit. Bref, maintenant, c'est vrai, je ne vais pas parler au nom de la gendarmerie, mais quand même, en tout cas, puisque j'ai exercé pendant une quarantaine d'années et puis servi dans les unités territoriales. Là où on est d'ailleurs dans le sud de la Casamance, j'ai été commandant de compagnie à Kolda.
C'est pour dire que ici, en Casamance, notamment particulièrement, je peux dire il y a, je vais parler rapidement du vol de bétail parce que, en général, parce qu'ici, je peux dire qu'il y a deux types de vols. Hein. Il y a un vol traditionnel qui est fait par les Manoïdes, parce que comme vous devez savoir qu'il y a une ethnie Manoïde où le vol est un acte de bravoure. Donc, ils le font de façon traditionnelle. Avant même de marier, il faut avoir volé des bœufs, et ensuite maintenant vous êtes pris, etc. Pour passer, disons, à l'âge adulte. Alors, maintenant, il y a le vol criminel qui est perpétré un peu partout, comme ici, comme partout ailleurs. Bon, j'ajoute également l'autre aspect, disons géographique, parce que quand j'ai dit géographique, oui. Parce qu'on est la Casamance, donc vous savez, on est la Casamance frontalière, aussi bien la Gambie que la Guinée-Bissau. Personnellement, ce que les difficultés auxquelles nous avons été confrontés quand j'étais commandant de compagnie, notamment ici, c'est du côté de la Guinée-Bissau. Comme vous savez, les forces de sécurité ne sont pas aussi bien disons, organisées, et souvent des informations qu'on a, en fait, ils se font complices même des voleurs. Parce qu'à chaque fois, quand on se voit, quand on repère, parce que la victime suit ses bêtes, bon, mais elle est interceptée par les forces de l'ordre de l'autre côté en Guinée-Bissau. Et ensuite, maintenant, souvent, bon, ils négocient et ils payent des rançons, quelque chose comme ça. Donc, c'est cette particularité avec le voisin du Sud. Mais avec la Gambie, la question en tout cas, on n'a pas encore de cas, disons, de cette dimension. Donc, il y a moins de cas du côté de la Gambie, bien sûr qu'il y en a, mais que de l'autre côté. L'autre aspect que je vais peut-être souligner aussi, c'est pour mettre le doigt sur l'importance et l'impact social de ce vol de bétail. Parce que ici, comme vous le savez, il y a deux types d'éleveurs. Il y a ce que j'appelle les éleveurs professionnels. Ça, c'est en général les pôles qui, non seulement ce sont des bêtes qui leur appartiennent, mais également, la plupart, c'est des bêtes qui leur ont été confiées. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'éleveur, mais d'autres populations qui utilisent l'élevage comme, disons, une banque vivante. Alors, donc, ensuite, maintenant, bon, l'autre catégorie, c'est des cultivateurs qui utilisent leurs bêtes-là comme bêtes de telle sorte qu'en cas de vol, ils perdent justement sur les deux volets. Ils perdent leurs bêtes, mais également, ils sont handicapés par rapport à leurs moyens de production. Donc, je salue effectivement, c'est la solution. Oui. Justement, parce que ça fait longtemps quand même qu'on parle, disons, de mettre des puces, en tout cas d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir localiser, individualiser comment on appelle les bêtes. Bon, en tout cas, ça, c'est une possibilité. Parce que comme on fait en cas d'alerte, il y a un numéro pour appeler les sapeurs-pompiers, il y a un numéro également pour appeler la gendarmerie. Bon, et une formation en télécom. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, ça peut être possible parce qu'il y a au niveau de chaque légion ce qu'on appelle les centres d'opération. Donc, les centres d'opération où 24 heures sur 24, il y a un certain nombre de moyens de télécommunication pour enregistrer les alertes et ensuite maintenant activer l'unité. Oui, colonel, une dernière question là-dessus. On est submergé, on est inondé de technologies, on en a de toutes sortes dans nos pays, particulièrement au Sénégal, mais en même temps, de l'autre côté, on a l'impression qu'on manquerait d'inspiration. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, sans trop attendre, par exemple, les forces de l'ordre, de se connecter à ces technologies et d'être plus efficaces dans la lutte contre le vol de bétail? Pourquoi on attendrait? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi, de nouveaux textes? On a besoin de quoi d'ailleurs pour le faire? Bon, le texte qui me vient à l'esprit, c'est d'abord un décret sur la mise en fourrière. Vous savez, quand on prend justement une bête ou bien qu'on
bon, on dit qu'on met en fourrière. Mais là aussi, j'ai oublié le texte, le décret en question, mais ce n'est pas opérationnel. C'est un décret qu'il faut, disons, mettre à jour pour permettre, disons, facilement, aussi bien les forces de défense que les mairies, parce que ce sont les mairies qui gèrent comment ça s'appelle là, les fourrières. Donc, il faut revisiter ça, remettre à jour, parce que ce n'est pas du tout opérationnel. Parce qu'une fois ça s'est posé, donc on m'a interpellé là-dessus, j'ai vu qu'effectivement cet acte n'est pas opérationnel, il faut mettre ça à jour. Bon, maintenant, pour connecter les unités de gendarmerie, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est entre les forces de sécurité et ceux qui ont les bétails. C'est un peu ça. Donc, ça peut être une réponse. C'est la réponse. Mais ça parce que nous avons, en tout cas, entre le niveau central et les unités, bon, il y a disons, la communication, ça c'est à temps réel, ça ne pose pas de problème. Vous savez quand même, on a un numéro vert, dès que vous appelez, bon, tout de suite, il y a l'unité. Donc, ça ne pose pas de problème de se connecter à ce système-là, ça ne peut pas poser de problème. Maintenant, le problème entre nous maintenant, et justement, c'est les éleveurs, en tout cas ceux qui sont les propriétaires de bêtes. C'est ça qui reste à en tout cas cette réponse qu'on attend peut-être de vous, en tout cas de ce système. Ok, merci beaucoup, colonel. Eliman, qui va peut-être faire une deuxième prise de parole, certainement pour assurer d'abord Ismaël Sow sur cet éleveur dont est la bête et le collier attaché au cou de la bête était pris par le voleur, était emporté par le voleur. Eliman, là-dessus? Merci beaucoup. Alors, juste préciser que ce ne sont pas nos colliers, déjà pour commencer, et dire que, bon, est-ce que c'est un collier GPS? Parce que nous, d'habitude, ce que nous faisons, même pour vendre à quelqu'un, on lui donne le loisir de pouvoir tester. On lui dit, voilà, prenez ce collier-là, allez là où vous voulez et je vous retrouve. On peut le faire sur une échelle de 500 mètres. On le laisse, il va par derrière tel ou tel autre bâtiment. Et voilà, 5 minutes après, on vient le retrouver. Là, au moins, il est rassuré que ce qu'on lui a donné, nous, on n'a pas pu deviner où est-ce qu'il voulait aller. Il peut tourner sur N rue, encore sur N autres rues. Comment est-ce que nous, on peut deviner avec telle précision? Vous voyez un peu. Donc, nous, on rassure nos clients déjà au moment de leur donner le collier. Prenez-en 2 ou 3. Allez là où vous voulez, sur une zone de 1, 2, 3 km, on vient vous chercher. Ça, nous, on a cette chose. Parce que c'est des choses qui marchent déjà pour les véhicules. D'accord? Et on a juste essayé de transposer ça vers le monde animal. Donc, ce qui veut dire qu'avec les véhicules, on a des précisions de l'ordre de 10 mètres. À 10 mètres près, on vous retrouve, quel que soit là où vous vous trouvez. Donc, de ce point de vue-là, nous, on est rassurés. Donc, pour répondre un peu sur la question de la fiabilité, pour M. Ismaël Sow. Ensuite, sur la partie nombre de colliers, est-ce que si on a 1000 têtes, on est obligé d'avoir 1000 colliers? À ce niveau-là, on a des modèles. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre cheptel, vous pouvez prendre un collier sur 2. Vous prenez des colliers réels et on vous fait aussi des colliers factices. C'est des colliers de même taille, même poids, même couleur. D'accord? Mais il y a un qui est bon, il y a l'autre qui n'est pas bon. C'est des choses que je ne devrais pas dire ici. Mais bon, c'est une question de probabilité aussi. Voilà, donc ce n'est pas évident que le voleur puisse savoir s'il y a tel qui marche, il y a tel qui ne marche pas. Il ne peut pas le savoir. Et donc, on peut faire 1 sur 2, on peut faire 1 sur 3, on peut faire 1 sur 10. Donc, tout dépend du berger, de sa zone, de la criticité de la zone où il se trouve. Mais ce qu'on a appris aussi chez nos frères éleveurs, ils disent, ils savent ce que les voleurs viennent prendre. Et nous, on insiste sur cette qualité-là, on insiste sur ce type d'animaux-là pour vraiment verrouiller. Un voleur ne prendra pas autant de risques pour venir juste prendre voilà, le boiteux ou bien l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avec les éleveurs, on a pu comprendre derrière comment est-ce qu'on peut optimiser sur le nombre de colliers. Mais même si on vous en donne 1000, vous allez payer éventuellement pour le prix d'une centaine ou bien pour le prix de 200. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Sur la partie communication, c'est très compliqué, mais on y est. Aujourd'hui, on a fait une vidéo depuis la foire des animaux en 2019, je pense, oui, avec la DER. Et la vidéo, on l'a traduite en 4 langues, français, anglais, pulaar, wolof. Et voilà, la vidéo est devenue vraiment virale en termes de nombre de vues. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens nous appellent alors qu'on n'a fait aucune publicité dessus.
C'est juste des éleveurs qui se le renvoient dans les groupes. On n'a pas les moyens d'aller prendre les télés, les radios, mais au moins on fait avec les moyens du bord en utilisant un peu les réseaux sociaux. Pour revenir sur la question de la qualité du réseau Internet, est-ce que pour ceux qui sont en transhumance, on peut avoir l'Internet partout? Je veux juste ajouter à ce niveau-là qu'on n'a pas besoin d'avoir Internet pour voir où se trouve son bétail. Comment ça fonctionne? Quand il y a le voleur qui essaie de sectionner, ou bien que votre animal s'écarte de vous de 200 mètres, vous allez recevoir un SMS qui vous dit votre animal s'éloigne et se trouve à tel endroit. Ou bien votre collier est en train d'être vandalisé et se trouve à tel endroit. Ou bien votre animal roule à une vitesse anormalement élevée et se trouve à tel endroit. Donc, on met la précision et on vous donne la nature du problème qui est en train de se poser. Maintenant, cet SMS-là, il vient avec un lien et dès que vous cliquez dessus, vous avez votre Google Maps qui est embarqué dans votre téléphone qui vous ouvre l'application sans avoir Internet. D'accord? Mais il y a un petit procédé préalable que nous faisons. Ça aussi, il faut le préciser. Ça, on sait faire dès qu'on a le téléphone en formant le berger ou son propriétaire. On lui met ces choses-là. Donc, c'est comme si je téléchargeais la carte Google Maps dans le téléphone et je n'ai plus besoin d'Internet. Dès que je clique sur le lien, je vois la position et je peux orienter. Sur Google Maps. C'est un mode offline. C'est un mode offline, merci. Voilà, c'était juste pour parler un langage un peu plus terre à terre. Donc, pour dire que là, partout où on a un brin de réseau pour recevoir un SMS, le système, il est fonctionnel et il est efficace. Il est très efficace. Alors, il a parlé de mutualiser les efforts, M. Sow, je suis entièrement d'accord. Pour revenir sur la partie, Madame Dr Fall, sur les limites, effectivement, il y a des limites. Nos deux grandes limites, c'est quoi? C'est l'autonomie, parce qu'on sait que le collier, pour rester sur la partie collier, il consomme beaucoup d'énergie parce que le GPS consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on est en train de voir comment améliorer l'autonomie de la batterie pour atteindre au moins 1 an de fonctionnement sans avoir à changer la batterie entre-temps. Ça, c'est des limites techniques. Mais l'autre limite, c'est ce qu'a dit le colonel, le doyen Fati. Effectivement, c'est la jonction entre la gendarmerie et l'éleveur. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, comme vous l'aviez suggéré, M. Gueye, si le 3e numéro qui reçoit les SMS allait dans ces centres d'opération-là, ça allait plus ou moins régler le problème. Dès qu'il y a un forfait, la gendarmerie est informée au même titre que l'éleveur et il peut venir en renfort et en secours. Nous, notre objectif ultime, c'est, ensemble avec l'État, d'aller vers une zone, ça peut être la zone de Sédhiou, ça peut être la zone de Goudomp, où il y a souvent des forfaits comme ça. On met 2000 colliers ou 10 000 colliers à disposition comme une phase test. On implique la gendarmerie et on essaie sur 6 mois, 1 an, qu'est-ce que ça donne? Nous, on est rassurés par notre produit. Et l'avantage que ça aura, c'est qu'on aura renversé la chose parce que c'est les mêmes groupes qui opèrent. Les gens en ont fait un business, le vol de bétail. Donc, si aujourd'hui on parvient dès les premiers coups à faire tomber les premiers caïds, bah, on a coupé la tête à ces réseaux-là. Et donc, partout où ils verront un collier rouge ou bien un semblant de collier, ils vont passer 500 mètres à côté. Donc, vraiment, c'est ça pour nous la philosophie. Ce n'est pas de dire qu'on va essayer de verrouiller tout le monde, mais c'est de montrer aux gens que si aujourd'hui on s'organise bien, les voleurs auront peur de nous, auront même peur d'aller vers un bétail. La peur va changer de camp. La peur va changer de camp, exactement. Et j'ai suivi, comme je l'avais dit dernièrement, avec Mme Aminata Mbengue Ndiaye sur la partie juridique, les magistrats disaient que, parce qu'il y a une certaine frustration, les gens se font voler, mais 2 semaines après, vous voyez le même voleur qui vient, qui continue, voilà, et qui mène la belle vie. Et le problème global, c'était quoi? Il y avait un problème de preuve. Un magistrat, vous venez, vous lui amenez un dossier, ces 2 personnes qui viennent, qui vous disent que cette 3e personne-là est un voleur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les gens ont besoin davantage de preuves. Alors qu'avec ce système-là, on a des données en termes de localisation, voilà, on peut ajouter. Et donc, du point de vue juridique, on a un dossier plus lourd et plus complet. Et là, on peut sanctionner réellement comme on veut. Voilà, le magistrat, il a besoin de preuves. Mais juste que moi et M. Gueye, on témoigne pour dire que M. Sow nous a fait telle chose, ça ne suffit pas. Et pour moi, pour compléter cette partie-là, il manque juste cette brique technologique-là pour que la mayonnaise prenne à 360 degrés. Ce sont des preuves irréfutables, non? Exactement, exactement. Merci beaucoup, Elima. Alors, Madame Ndiaye du ministère de l'Élevage, la Madame Antivol de bétail au ministère de l'Élevage, est-ce que, bon, je ne fais pas de l'immixtion, bien entendu, de l'immixtion budgétaire, mais est-ce qu'une bonne partie quand même du budget antivol
ne devrait pas être redirigé vers cette interconnexion que l'on demande tant entre éleveurs et forces de défense et de sécurité, autrement dit. Est-ce qu'on ne devrait pas financer davantage cette interconnexion-là entre les éleveurs et le système de détection du vol? Oui, M. Kane. M. Gueye, c'est une réalité, hein? C'est une réalité. Il devait avoir, j'ai bien noté même la phase test qu'il nous propose, parce que je me dis qu'il nous propose interne. Madame Ndiaye, on va vous aider ensemble en real time. Je vais très fort, je vais crier donc. Mais il n'y a pas besoin que vous vous approchiez davantage de l'ordinateur. Ce que vous dites est important, mais on ne l'entend pas très bien. D'accord. Allô? Oui, vous me recevez. Il y a du mieux, poursuivez. C'est bon, hein? Il y a du mieux, oui, il y a du mieux. Voilà. Je disais que c'est une réalité. On a besoin qu'il y ait une connexion entre les forces de l'ordre et la population locale qui sont les éleveurs. D'où l'intérêt de créer des comités de vigilance sur place. Parce que le but de ces comités, c'est de faire de telle sorte que, à chaque fois quand il y a un vol, que la réaction rapide de l'éleveur, c'est d'informer l'agent de l'État, les forces de l'ordre, et qu'ils viennent pour faire le constat. Maintenant, on prévoit de rencontrer la Sonatel, excusez-moi de dire la publicité, pour voir avec eux comment ils peuvent nous aider par rapport à ça. Parce que si on peut avoir des lignes téléphoniques, des numéros verts, quand il y a un vol, on appelle directement sur le numéro vert, il décroche, il vient sur le terrain pour vérifier. Ce serait mieux et ce serait important pour la lutte contre le vol de bétail. Il doit aussi de rencontrer tous les acteurs pour discuter de façon synergique comment on peut impliquer la nouvelle technologie sur le vol de bétail. Parce que il est devenu indispensable. On ne peut plus se passer de la nouvelle technologie. C'est une réalité. Tous les éleveurs ont leur smartphone. Maintenant, s'ils sont connectés directement à leur smartphone, ils peuvent identifier le bétail. Même si on l'abat, il saura que l'animal est passé par là. Et la lutte contre l'abattage clandestin, ça va de pair avec le vol de bétail. Si on lutte contre l'élevage clandestin, on va lutter contre le vol de bétail. C'est important de le faire en synergie. Donc, je dis que, M. Kane, le panel, on aura à se rencontrer pour discuter. Comment on peut faire pour faire cette phase de test? C'est très important, même si on le fait à Sédhiou ou bien dans les autres régions, à Thiès par exemple, on a eu beaucoup de vols là-bas. Maintenant, on cible pour faire un test par rapport à ça, voir comment ça évolue. Parce que le ministre est très engagé par rapport à ça. Il m'a dit que, franchement, je compte bien mis. Là où il a mis la campagne de vaccination, chaque année on parle de la campagne de vaccination, il fait de son mieux pour que le vol du bétail soit un mauvais souvenir au Sénégal. Maintenant, ça demande beaucoup de choses, ça demande l'implication de tout le monde, avec M. Kane qui invente la nouvelle technologie avec les enclos mobiles, le collier mobile aussi, en même temps que les colliers mobiles connectés. C'est important qu'on ait la nouvelle technologie pour pouvoir voir ensemble. Parce qu'on parle même de boucles avec des puces d'identification. Ça peut être des boucles d'identification ou boucles, comment on dit, boucles connectées, quoi, qu'on utilise sur les gros luminants et tout. C'est important. C'est franchement, bon, je suis très content d'être avec vous. Parce que c'est important. La nouvelle technologie, c'est la base de tout le monde. C'est la base de tout maintenant. Oui. Voilà, c'est la base de tout. Oui. Voilà, vous nous parlez de Sonatel, ça c'est à envisager dans le court ou long terme, sauf qu'ici, on parle d'une technologie qui existe, mise au point par Eliman Kane et son équipe. Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que le ministère de l'élevage peut faire en termes d'appui budgétaire? Je ne parle pas pour Eliman, mais bien entendu pour les forces de défense et de sécurité, pour qu'on les connecte, disons, à ces solutions de ce qui peut, par exemple, permettre un jour, si on est mis au courant d'une sirène ou d'un SMS, et que l'on puisse intervenir en temps réel. À temps réel, pardon. C'est ça que j'ai dit. Peut-être, bon, j'ai dit que après ce panel, on va... Oui. Parce qu'on a besoin de comprendre
système qu'il nous présente. Peut-être il l'a dit, il l'a fait avec l'ancien ministre Aminata Mbengue Ndiaye, mais avec le nouveau ministre, comme je viens d'arriver dans la cellule aussi, on a besoin de cette nouvelle technologie. Comment ça marche? On va faire un test. Parce que le ministre des Forces de l'Ordre, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre de l'Élevage vont se rencontrer pour discuter du vol de bétail. Donc, à la sortie de... Madame, c'est quand c'est important? La rencontre n'est pas encore fixée, c'est un programme. Oui, mais après tout, c'est pas une rencontre qui... Je peux peut-être donner un petit élément de réponse? Oui, oui. Alors, bon, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai parlé des centres opérationnels, d'abord au niveau central et au niveau des légions, disons les zones militaires un peu. Mais je dis ça ne coûtera rien parce que dès que par exemple, bon, le ministère de l'Élevage, vous avez ce système pour rencontrer la gendarmerie, parce que le centre opérationnel reçoit tous les appels quand il y a quel que soit l'événement qui se passe sur l'ensemble du territoire, on appelle ce numéro vert pour signaler soit l'incident ou quel que soit la chose. Et ce centre opération saisit directement l'unité la plus proche. Ça veut dire que quand il y a un vol de bétail, on signale le vol de bétail tout de suite, on n'a pas besoin de trucs particuliers, disons, pour faire agir la gendarmerie. Donc, le seul problème, c'est de parvenir à faire, disons, cette saisine automatique du centre opérationnel. Disons, alors ça, quand il appelle de telle façon, bon, ça, c'est un cas de vol de bétail à tel lieu. Oui, oui, colonel, en fait, là-dessus, c'est que l'apport de la révolution technologique, c'est que justement, avec ces technologies de détection automatique, on n'aura pas besoin d'appeler, parce que même pour appeler, ça demande du temps. Il faut ouvrir son téléphone, le décoder, mettre un numéro, ça demande du temps. Écoutez, quand par exemple la gendarmerie ou la police peut quand même recevoir des alertes automatiques, voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand vous dites que après, ça prend du temps. Voilà, comme vous dites que le système peut prendre 3 numéros. Oui. Hein? Alors, bon, il faut mettre un numéro sur le numéro vert de la gendarmerie. Non, mais M. Khan. Voilà, donc là, c'est ça qu'il faut régler de façon administrative avec la gendarmerie pour que le 3e numéro soit sur le numéro vert et voilà, qu'on puisse savoir exactement quand on appelle, quand il y a, disons, cette alerte, ça veut dire juste qu'on puisse l'identifier comme c'est un appel vol de bétail. Oui, oui, et pour que, Madame Dia vous donne la parole tout à l'heure, le colonel Sanko est toujours avec vous, mais pour contourner un peu les lenteurs administratives, un numéro vert, par définition, n'est-ce pas, c'est un numéro ouvert, on n'aura pas besoin d'une autorisation spéciale pour voilà. Le mettre. Absolument. N'est-ce pas? Absolument, c'est juste pour détecter, pour que celui qui est aux opérations puisse détecter, bon, mais je ne sais pas, pour savoir exact ça, c'est un message d'alerte pour vol de bétail. C'est tout, pour que l'opérateur puisse, voilà. Parfait, Madame Ndiaye. Voilà, moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est d'impliquer les comités de vigilance dans les quartiers, dans les villages. S'il y a un vol, comme il peut être connecté sur 3 numéros, le responsable de ce comité peut être connecté directement avec la gendarmerie. Vous me comprenez? Oui, oui. Est-ce que vous avec la gendarmerie. Il est 16 heures. De l'image? Est-ce que vous pouvez recadrer un peu l'image? Pouvez-vous mettre au milieu de l'image? Bon. Voilà, c'est bon, merci. Voilà, moi là, j'ai dit que c'est l'intérêt de mettre des comités de vigilance dans les quartiers. Parce que les enclos mobiles, la technologie, comme il peut prendre 3 numéros, je pense qu'on met un responsable du comité de vigilance qui va alerter directement la gendarmerie, qui sera en rapport avec qui sera le trait d'union entre l'éleveur, la gendarmerie. Il y aura le comité de vigilance qui est là sur place, qui va directement informer. Parce que, comme vous le savez, tu peux avoir le signalement sur ton portable pour dire qu'il y a un forfait qui est en train de se faire. Maintenant, si le gars appelle directement la gendarmerie pour lui dire que dans tel quartier, il y a un forfait qui est en train d'être fait, la gendarmerie peut se déplacer rapidement
Mais est-ce que c'est un peu classique, Mme Diaye? Oui, mais est-ce que tout cela n'est pas trop classique et trop lourd? Finalement, la gendarmerie, la police, ils sont là quand même pour la sécurité globalement des populations. Si moi, éleveur qui paye régulièrement et correctement mes impôts, si je reçois un vol, j'imagine bien que les forces de sécurité ont l'obligation de me protéger. Je n'aurai pas besoin de passer par des intermédiaires. Tout cela nous retarde et nous fait perdre du temps, non? Ça, vous avez parfaitement raison. Parce que comme j'ai dit, si le centre opérationnel reçoit et identifie l'appel, parce qu'on a également aussi, disons, un grand tableau où toutes les patrouilles sur l'étendue du territoire se figurent. On sait tout de suite, dès qu'on a le lieu, le centre opérationnel verra l'unité ou bien le véhicule, en tout cas la patrouille qui est à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pourquoi disons, c'est important qu'on puisse établir justement, par exemple, ce troisième numéro au centre opérationnel, qui tout de suite lit l'alerte et voit le lieu et tout de suite verra quelle est la patrouille ou bien l'unité qui est la plus proche. Ça n'exclut pas ce que Madame vient de dire, que puisque disons, la victime est en contact avec les comités de vigilance. Donc, je crois que ça ouvre deux portes sur lesquelles qui peuvent être actionnées simultanément, ou en tout cas, les deux, pour moi, les deux peuvent aller de pair. Madame Diaye, terminé. Merci, colonel. Oui. Je rejoins même ce que le colonel a dit. Les deux peuvent aller de pair. Mais maintenant, si les comités de vigilance sont là, c'est pour faciliter la discussion. C'est pour faciliter. À chaque fois, quand on les met, ils sont là. Et on veut même aller loin, mettre des comités de veille. Oui. Des chemises, des gilets transparents, des chifflets, des potes et des lampes torches. Pour qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose, ils peuvent se déplacer rapidement sur place en attendant que les forces de l'ordre viennent. Ils peuvent vérifier l'information d'abord, parce que quelqu'un peut venir, l'information, est-ce que réellement c'est une vol, ou bien est-ce que réellement c'est les enfants qui jouent pour toucher à quelque chose et la sirène s'est déclenchée. Il y a des choses à vérifier aussi par rapport à ça. Parce que les forces de l'ordre, on les déplace. Maintenant, pour les déplacer, il faut lui donner quelque chose de concret. Et comme il l'a dit, ça alourdit les charges. Parce qu'on dit qu'à chaque fois qu'on attrape un voleur, le lendemain, on le retrouve dans la rue en train d'errer tranquillement parce qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour dire que c'est lui qui est mon bétail. Maintenant, si la nouvelle technologie s'y ajoute, ça va aider à avoir des dossiers solides pour que la condamnation soit réelle. On condamne de 10 à 5 ans, 5 à 10 ans de prison ferme. Si on le fait 2 à 3 fois, ça va dissuader les voleurs. Je pense que c'est important de le faire par rapport à ça. D'accord, merci Madame Diaye. Ismaël Sow, qui sais-tu là pendant toutes ces minutes? Voilà, donc j'étais juste en train de les écouter, en tout cas intelligemment. Moi, je partage du même avis que je dirais que, mais seulement il faudra tenir en compte qu'on est dans divers systèmes d'élevage. Donc, il y a le système intensif qui est là, qui est plus facile à régler, et le système extensif, en tout cas dominé par l'élevage pastoral, où la divagation des animaux, en tout cas, mérite d'être prise en compte. Parce qu'à chaque fois, si on doit associer les forces de l'ordre, je pense très bien que le Dr Fall l'a dit tout à l'heure, il faudra au moins s'assurer, s'il s'agit du vol de bétail ou du perte de l'animal en question. Parce que ce sont des animaux, des fois, qui déambulent un peu partout, et n'importe comment, et n'importe quelle heure. Donc là aussi, c'est des choses qu'on doit discuter, échanger pour voir également en quoi la mobilité du cheptel peut jouer, en tout cas, en sa sécurité elle-même. Autre aspect, c'est les formes de vol. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est beaucoup plus sociologique. Au niveau des forces de défense et de sécurité, je pense qu'à un certain moment, ils parlent même de sécurité collaborative. C'est-à-dire comment on peut collaborer avec les communautés autochtones au moins pour défendre ce qui leur appartient. Je pense très bien que le fait de les contacter avec les numéros verts, comme l'a si bien dit tout à l'heure le colonel, ou bien le fait de les appeler, de collaborer, dénoncer, etc., en fait partie.
Mais les voleurs aussi sont dans la société, ils sont bien informés. Aujourd'hui, ils roulent avec des voitures, ils sont armés. Ils trouvent même des fois les gens en train dans la bourse, en pleine bourse, là, vous savez très bien, dans nos systèmes d'exploitation, ce sont les jeunes qui font la transition, ce sont les jeunes qui suivent le troupeau. Donc, il faut arriver sur le lit, il tire des balles en l'air et puis il prend la fuite, il prend ce qu'il veut dans le troupeau là. Avant même d'arrêter la police, ils ont des grandes villes là, et puis en moins de 2 heures déjà, ils ont égorgé les animaux. Là, c'est difficile à suivre. Oui. Quelle que soit la technologie connue, je pense très bien qu'il faut qu'il y ait des assises autour de cette question-là et que toutes les parties prenantes, en tout cas, devront y prendre part, échanger. Les scientifiques comme M. Khan, hein, les hommes de sécurité, les éleveurs eux-mêmes, maintenant les décideurs, à savoir notre tutelle, le ministère de l'élevage, le ministère de la justice, tout le monde, au moins pour débattre autour de cette question-là. Quels sont les alternatives fondamentaux qu'on doit mettre en place au moins pour éradiquer ce fléau-là? Quelqu'un parlait tout à l'heure de ces fourrières-là. Nous, avec les fourrières, on crie parce que la façon même dont les collectivités locales servent en tout cas de ces fourrières-là, ça nous pose énormément de problèmes. Vous suivez vos troupeaux, sont au nombre de centaines. Subitement, vous êtes dans une zone en tout cas beaucoup plus difficile. Voilà, 3-4 têtes disparaissent autour de 4 jours, on vous dit que voilà, donc ça a été à la fourrière, etc., etc. Vous savez combien ça passe. Alors, certaines collectivités en font profit pour gagner de l'argent parce qu'on sait très bien combien nos collectivités locales sont des fois, en tout cas, sont confrontées des fois à des problèmes financiers. N'ayant pas d'autres ressources, c'est des zones ruraux où il n'y a pas de politique sur les taxes, il n'y a absolument rien du tout. Donc, si on accentue sur les fourrières là, ce sont les éleveurs encore qui vont subir. En plus des vols de bétail. Là, ça pose problème. Moi, je pense qu'en plus des apports scientifiques qui ont été faits sur la technologie, il faut au moins qu'il y ait cet apport-là social. C'est-à-dire que, comme l'a bien dit le docteur Fall également, c'est les comités de vigilance, les communautés autochtones. Parce que nous, de façon traditionnelle, dans nos localités, moi je suis du Jolof, on le gère, des fois, on règle des questions de vol de bétail autour des marchés à bétail, autour également certainement des marquages. Je vois les animaux de Mouchekan, je sais très bien que les animaux de Mouchekan sont marqués par ceci, je l'appelle directement. Parce qu'on sait très bien que tous les lignes de Mouchekan, il faudra que cette étude-là, des savoirs endogènes, au moins qu'on puisse également vulgariser ça. On sait tous les animaux de la famille ou bien des clans de Mouchekan sont marqués de telle sorte. Si on les voit avec quelqu'un d'autre, on va se poser la question pourquoi il a tant de chapitres sur ça, etc., etc. Donc, en plus de cet apport technologique, je pense très bien si on pouvait également revoir les savoirs endogènes, revoir également la façon dont on vivait depuis le Parlement et ramener ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle également des valeurs. Un vieux m'a dit ça ou pas? Il m'a dit il y a 50 ans de cela, au moins les voleurs, en tout cas, étaient beaucoup plus solidaires eux-mêmes, mais aussi il avait cette culture de ce petit teranga-là, c'est-à-dire je ne vais pas voler Mouchekan parce que juste il est l'ami de Mouchegui, ou parce que juste il est parent, mais maintenant ça n'existe plus. Donc, le voleur avait une certaine éthique. Et oui, éthique, entre guillemets. D'accord, merci. Mais quand même, oui, Ismaël, oui. Le faisait pas. Maintenant, ça ce qu'ils veulent. Et puis voilà, ce sont des choses également, nous, en tant que des organisations, qu'on est en train de combattre. On est en train de travailler également sur le terrain, à travers des ateliers, à travers également des sensibilisations, pour au moins les dire, attendez, il faut qu'on discute. Il faut qu'on échange, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, au moins pour résoudre ce problème. Parce que nous sommes toujours les perdants, quelles que soient les situations. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire pour le moment. Merci Ismaïla. Je signale la présence de Djibril Diao, de Digitaline, basé en France, et de Chrysostome Koumbi Samba, congolais d'origine, français aujourd'hui. Chrysostome Koumbi Samba, je me trompe chaque fois peut-être, a été le monsieur cybersécurité pendant 20 ans de l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Il a connu, je pense, Abdou Diouf. D'ailleurs, il a travaillé sur Abdou Diouf. Mais ça ne fait pas de lui un vieux. C'est un très jeune. Un peu moins jeune que moi.
Si Chrysostome ou Djibril voudraient prendre la parole pour nous donner de regard, plus Chrysostome certainement que Djibril, là, on parle de sécurité, de cybersécurité et de technologie. Bon, je pense qu'il pourrait bien prendre la parole tout à l'heure. Voilà, Chrysostome qui lève la main. Eliman, on donne la parole à Chrysostome. Après, on vous revient. Chrysostome, sois le bienvenu. Je rappelle que tu es le plus sénégalais des Congolais d'origine. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir Ousmane. Écoute, je ne reviens pas sur les mots d'introduction, hein, donc je vais tout de suite au vif du sujet. Bon, déjà, je suis content et puis en tout cas, merci pour les propos. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Chrysostome. Ok, d'accord. Donc, mais déjà, je m'inscris complètement donc, dans les propos que venait de tenir notre ami qui vient de passer. C'est vrai que d'un côté, on a la technologie, ça c'est une chose. Avec la technologie, on peut tout faire. La preuve, en fait, là. Et aujourd'hui aussi, la technologie est arrivée, en fait, à un niveau de maturité où, de toute façon, il est possible de tout faire. Maintenant, le cap qu'il faut, qui reste, en fait, c'est utiliser ces technologies au profit du bien-être de la communauté. Et ça, on ne peut le faire que si chaque acteur, en fait, est mis à sa place et joue le rôle qui doit être le sien. On a entendu les acteurs, bien sûr. On a entendu la dame qui est au ministère, ça c'est une chose. Mais moi, les éléments que je n'ai pas aujourd'hui, mais en tout cas, mais qui doivent exister, c'est une stratégie nationale en la matière. C'est peut-être un peu trop gros tout de suite, mais en tout cas, en la matière, le hasard n'existe pas. OK? Donc, il faut de la méthode et cette méthode ne peut s'appuyer que sur la stratégie. Je prends pour exemple, tout à l'heure, notre amie, la dame, enfin, je n'ai pas retenu le nom, qui dit que oui, le nouveau ministre veut comprendre. Ça veut tout simplement dire que même au niveau des ministères, il faut qu'il y ait une continuité dans l'action de l'État. Et ça, le numérique aussi peut très bien le faire. Bon, donc ça, c'est dans le cas général. Maintenant, après, par rapport à tout ce qui est dit, c'est déjà un début. Bien sûr, va arriver les autres questions concernant la cybersécurité, mais quand on dit cybersécurité, ce n'est pas seulement l'aspect technique, mais c'est aussi l'aspect aussi sociétal. Mais bien sûr, il y a aussi le fait qu'à partir, en y intégrant la cybersécurité, ça crée des nouveaux opportunités, en fait, là, aux enfants, en tout cas à la population, qui leur donne de quoi satisfaire de quoi améliorer leur quotidien. Mais tout ça, c'est pour dire que voilà, en tout cas, les questions sont posées et il faut une discussion, en tout cas une discussion, un échange entre toutes les parties prenantes de sorte à ce que cela profite à la société. Moi, de mon point de vue, je sais que le numérique peut beaucoup apporter. Mais seulement, il faut prendre le temps d'en parler et après de mettre en place les conditions qu'il faut. Et à ce moment-là, l'État ne viendrait que comme catalyseur, en tout cas comme arbitre ou régulateur. Voilà. Merci, mais tu restes en ligne, s'il te plaît, parce que moi, j'ai envie d'avoir un regard au-delà du Sénégal, un regard global. Vous êtes aujourd'hui, après votre carrière, votre brillante carrière à la francophonie, disons, vous restez un fils de l'Afrique avec votre bâton de pèlerin, vous faites le tour du continent pour prêcher la bonne parole numérique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Afrique Cybersécurité, la structure que vous dirigez, qu'est-ce qu'elle peut faire allant dans le sens d'aider un peu à faire évoluer la problématique? Et je partage d'ailleurs pendant qu'on parle vos plaidoyers réguliers en Afrique sur tous les plateaux de télévision pour aider un peu à un meilleur partage des dividendes technologiques en Afrique. Ben, en fait, et c'est ce que tu dis. Déjà, moi, je suis déjà content que même toi-même, en fait, par ton émission, que tu puisses aborder cette problématique du vol du bétail. Et je pense qu'on en avait déjà parlé peut-être vaguement comme ça lors de mes venues à Dakar. Mais une chose est sûre, c'est que Africa Cybersécurité agit
en tant que facilitateur entre les nouvelles technologies et les principaux utilisateurs. Ben, aujourd'hui, l'Africa Cybersécurité, qu'est-ce qu'elle peut aider? Mais en fait, l'Africa Cybersécurité fait le pont entre les utilisateurs, les décideurs et les offreurs de solutions. On a mis en place ce que nous avons appelé en fait au sein de l'Africa Cybersécurité. C'est même pas qu'on a mis en place. On est dans une logique où on se dit, on met en place le concept de le numérique de confiance, dans le sens où le numérique peut aider, mais mettre en place tous les dispositifs pour n'utiliser que le bon côté du numérique. Et ça, c'est notre spécificité. Et bien, comment est-ce qu'on agit? Bien, on agit en fait dans le cadre des transferts de compétences. C'est-à-dire, moi, je le dis toujours que lorsqu'on fait le numérique, puisqu'on fait le numérique, on ne peut pas faire le numérique sans la cybersécurité, c'est le corollaire. Mais seulement, quand on fait la cybersécurité, en fait, ben, il y a deux aspects. Il y a le cyber et il y a la sécurité. La sécurité, tout le monde le sait à peu près, mais quand on rajoute la notion de cyber, on change de dimension. Mais toujours est-il que tout ça, ça doit se faire en interne. Mais quand on dit en interne, c'est-à-dire il faut éduquer, mais vraiment en interne. Donc nous, au sein d'Africa Cybersécurité, on a la méthode et par un processus en fait d'appropriation, d'accompagnement, on transfère cette compétence aux acteurs locaux pour qu'eux-mêmes en fait puissent continuer à faire ce qu'il y a lieu de faire. Notre ami tout à l'heure l'a dit, effectivement, on est dans une approche collaborative. On est dans une approche collaborative, enfin j'ai un problème de vocabulaire, en tout cas, on est dans une approche collaborative en utilisant les nouvelles technologies. La preuve aujourd'hui, au sein de l'Africa Cybersécurité, bien sûr qu'on a édité le livre en fait qu'on appelait l'Afrique face aux défis de sa sécurité numérique, mais en fait c'est une sécurité numérique qui doit être globale depuis, dans le cadre du sujet qui nous intéresse, depuis la famille, c'est-à-dire depuis l'éleveur, donc au sein de la famille de l'éleveur, jusqu'au niveau de l'État. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Et puis, de toute façon, on se tient à disposition. On a des points focaux dans chaque pays. Même au Sénégal aussi, on a des points focaux. Et aussi, on est aussi initiateur. On initie aussi, en fait, des séances d'échange, de partage entre les différentes parties prenantes. Je pense que l'Afrique, on en a besoin. Et bien, nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, Chrysostome Kumbisamba. Je pense qu'elle a été très, très utile, hein, cette intervention. Une première réaction peut-être de Mamoudou Iliman Khan là-dessus. Élément? Oui, merci beaucoup Ousmane et merci beaucoup à M. Chrysostome pour cette participation. Effectivement, il a raison sur toute la ligne. Hein. Il faut essayer de mettre en relation les parties prenantes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire fi des nouvelles technologies dans tout ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, la solution va jaillir à partir de là si vraiment on essaie de mettre tous sur la même table et chacun donne ce qu'il a à donner. Et avec en bonne intelligence, on peut arriver à des solutions à très court terme et qui seront très efficaces sur le terrain. Bon, maintenant, si vous permettez, si je peux juste rebondir sur 2-3 points qui sont précisés, notamment sur la partie comité de vigilance et les forces de sécurité. Alors, pour moi, tout est question d'étape. D'accord? L'idéal serait qu'on soit connecté aux forces de sécurité directement, mais aussi on peut y aller de manière graduelle. Dans un premier temps, nous, dans la phase test, on peut être le troisième numéro, peut aller chez le comité de vigilance ou le comité de veille, et eux, ils essaieront de faire le job. Mais comme vous dites, il y aura toujours un peu plus de temps à arriver à la gendarmerie et à expliquer. Le problème surtout, c'est que si on est en monde rural, comment est-ce que je vais dire à la gendarmerie que mon bétail se trouve à tel endroit? Moi, j'ai la géolocalisation, mais lui, il n'a pas la géolocalisation. Comment est-ce que je vais lui dire aller à tel endroit? C'est un peu ça la difficulté. Alors que si eux, ils reçoivent directement la géolocalisation, alors ça vient de fait. Lui, il active juste son navigateur qui lui dit prends à gauche, à droite, les yeux fermés, il va arriver sur place en un temps record. Tout à l'heure, M.
Sow a parlé en 2 heures de temps, les gens ils peuvent déjà effacer les pistes ou bien en tout cas s'évaporer dans la nature. Ici, on parle de questions de secondes. Donc, aujourd'hui, on essaie de déplacer votre cheptel, on les met dans un véhicule, ils s'éloignent à une distance que vous aurez définie. Je veux que s'ils s'écartent de moi à 1 km ou à 300 mètres, que je sois informé. Vous avez l'information, ils sont en train de sectionner, vous avez l'information au même moment où le voleur il est en train de travailler sur votre première vache ou sur le premier mouton. Le temps qu'il ait fini d'en faire 2, 3, 4, pour moi, c'est un temps de réaction qui permet d'anticiper et d'arriver sur place. Mais bon, comme j'ai dit, nous ne crachons pas sur ça. On peut y aller crescendo, étape par étape, jusqu'à arriver à terme à linker les deux. Le numéro vert dont tu as parlé, doyen, tout à l'heure, en général, les numéros verts reçoivent des appels. Ce n'est pas conçu à la base pour des SMS. Donc, ce qui veut dire que nous, en tout cas, moi, vraiment, ce que j'attendrai de vous, c'est d'essayer de nous linker avec aussi Dr Fall. On est un link sur une phase pilote, on est une gendarmerie dans une zone où on sait que c'est une zone critique. On peut déposer, nous, à nos propres frais, un téléphone qui va donc recevoir les SMS, qui va alerter, qui va donner la position géolocalisée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand les forces de l'ordre ou le comité de veille reçoit l'alerte SMS, pour être sûr que ce n'est pas une fausse alerte, il a un acteur sur le terrain qui est le berger, qui lui aussi reçoit son SMS. Donc, avant que les gens se mobilisent, on appelle le berger dans un premier temps. Écoutez, chef, j'ai reçu un SMS qui me dit qu'il y a tel événement. Il confirme, oui, j'ai vu ça, je suis en... Et là, les gens descendent. Ou bien non, je confirme, c'est une fausse manipulation, etc., etc. Donc, je veux dire qu'on a pas mal d'éléments qui nous permettent d'appréhender ce problème de manière sereine et d'avoir des résultats à vraiment très, très court terme. Donc, voilà un peu pour revenir sur quelques questions. Bon, oui. Avant de terminer, j'ai 2, 3 slides qui pourraient me montrer un peu l'aspect impact sur ça. Si vous me donnez l'autorisation d'y revenir tout à l'heure. Non, attends. Allez-y, Chrysostome Kumbisamba, en attendant, oui. Ça demande un partage, c'est ça? Pardon? Ça demande un partage, les slides? Oui, éventuellement, oui. Non, c'est bon, je viens d'accorder le partage d'écran. Ok, d'accord. Que vous activez autour de ça très rapidement, Chrysostome. Très rapidement, en fait, très rapidement. Donc là, je prends mon costume d'expert, en fait, pour essayer de donner des conseils à tous. Je pense que de tout ce que l'on a entendu, de mon point de vue, très modestement, il faudrait que assez rapidement, que tous les acteurs se mettent autour de la table pour discuter de la solution idoine. Ce qu'il faut en fait là, il faut éviter à ce que la solution technique qui est proposée soit en avance de tout. Sinon, effectivement, on passerait à côté. Parce que dans ce qui est dit, juste une chose, et là, on le voit très bien aujourd'hui, en fait, personne, peut-être certains esprits avaient prévu justement la guerre en Ukraine, ainsi de suite. Mais les répercussions, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lui, notre ami est en train de mettre en place un système qui se repose, qu'il le veut ou pas, même si on peut se connecter à Internet, mais tenter que le câble, on coupe par le câble qui alimente Internet, le Sénégal est coupé. Donc, complètement, voilà, il est coupé, où les gens n'ont plus accès à cela. Eh bien, le système, comment est-ce que le système va pouvoir fonctionner? Ne serait-ce que ça, en fait. Comment est-ce que le système va pouvoir fonctionner? Et pourtant, il y a des solutions alternatives. Et ça, c'est le rôle aussi de l'État. Puisque l'État, en fait, dans sa conception, l'État a le devoir de protéger ses citoyens, tant dans le monde physique que dans le monde, en fait, cyber, plus que jamais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, j'insiste, en fait, si vraiment il y a un conseil que j'ai à donner, c'est en fait, pour éviter que la technique soit complètement en avance par rapport aux problématiques qui se posent dans la société, il y a urgence, en fait, à ce que toutes les parties prenantes se retrouvent pour définir justement ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire. Oui. Merci beaucoup, Chrysostome Kumbisamba, pour cette belle incursion dans cet après-midi de la tech spéciale vol de bétail. Eliman, très rapidement, on est presque à la fin de ce numéro. Voilà. Comme je vois lait et viande, je suis content.
Mais Eliman, il faut parler en même temps, il faut commenter. Oui, oui, désolé, j'avais coupé mon micro pour ne pas interférer. Alors, ici, c'est de montrer à l'ensemble des acteurs l'avantage ou l'impact de notre solution, c'est d'essayer de sauver des vies, parce qu'il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de crimes autour de ça. Et ça va nous permettre aujourd'hui, si on essaie de diminuer le vol, d'atteindre suffisance en lait, en viande et en mouton de Tabaski. Et on peut aussi créer plus de 300 000 emplois en moins de 10 ans. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui à l'État, c'est de favoriser la stabilisation grâce à des fermes intégrées, qui peuvent être juste des enclos mobiles, si vous voulez, qu'on peut implanter un peu partout, en mettant l'accent sur la sécurité, où j'ai mis les prix, la culture fourragère dans les zones, on est en brousse, etc. Ça peut se faire de manière locale, et aussi créer les conditions d'avoir de l'eau sur place. Pour moi, si on met si on combine ces trois éléments-là, ça peut coûter moins de 2 millions de francs, et on peut arriver en 10 ans à cette taille, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une simulation à quelqu'un qui a 1 mâle et 4 femelles. Ça, si je reste sur les moutons, hein, bien sûr, on peut avoir 2 portées par année. Ça me fait 8 naissances additionnelles. Je reviens à l'an 2, j'en avais 5 plus 8, ça me fait 13, ainsi de suite. Donc, je considère que j'ai une race métissée où un mouton peut valoir 150 000. Les mâles, je les vends en période de Tabaski. C'est les recettes que vous voyez ici sur la partie Tabaski. Les femelles, je les garde pour procréer les années suivantes. Et dans la dernière colonne, vous avez les emplois créés. Je considère que jusqu'à 5 ans, jusqu'à 4 ans, je n'ai que 3 employés parce que je suis à moins de 100 têtes. Et dès la 5e année, je suis à plus de 100 têtes. Vous voyez, donc je suis en train de dire ici que l'élevage, au bout de 10 ans, en partant sur 5 moutons, je peux arriver à un cheptel de presque 4000 têtes en moins de 10 ans. Ça, c'est un levier extraordinaire que le bon Dieu nous a donné. Il faut qu'on l'exploite. Et voilà ce que ça va donner donc en termes de chiffres. Si je multiplie, ça c'était juste pour une ferme. Si je le multiplie par les 2000 fermes pour faire récupérer les 2 milliards qu'on perd, ça me fait 16 millions de têtes au bout de 2 ans, ce qui fait 1225 milliards créés en injectant seulement 2 milliards par année. Donc voilà un peu les enjeux en termes d'emplois directs. On peut créer plus de 200 emplois parce que là, j'ai fait une simulation 1 million par ferme pour créer l'eau, culture fourragère et la sécurité. Si je mets 2000 fermes, donc ça me fait 2 milliards. C'est ce qu'on perd chaque année dû au vol de bétail. Et donc, rien qu'en injectant ce qui est perdu, on crée 16 millions de têtes. On est autosuffisant en lait, on est autosuffisant en mouton de Tabaski. On a 1 milliard 225 1225 milliards qui sont injectés dans l'économie, 200 000 emplois directs créés, 430 000 emplois indirects. Et donc, pour moi, c'est un secteur dans lequel on doit investir. Voilà, merci sans trop prendre de temps, Ousmane. J'avais juste voulu le résumer en 3 minutes pour vous faire ce cri de cœur. Merci beaucoup, Elimana. On voit un peu à travers cette solution, et c'est ce que j'aime chez nos startups, c'est que derrière, il y a une étude de marché, il y a un business model qu'on n'a d'ailleurs pas détaillé. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement quelques mots, le business model? Alors, le business model, aujourd'hui, on a 2 modèles. Un des modèles, c'est qu'on peut faire une vente directe du collier ou de l'enclos, qui peut coûter entre une valeur de 75 000 jusqu'à 350 000 selon qu'on parle du collier ou de l'enclos. Mais ici aussi, la difficulté, c'est que si moi je quitte Tchadjaï pour aller à Dakar pour acheter une seule paire de chaussures et que je veux rentrer dans mes fonds, la paire de chaussures va coûter 2-3 fois plus cher. Mais si j'ai une commande de 1000, le transport ne se fera pas sentir. Donc, c'est juste ce que je veux dire, que les prix sont élevés parce que les commandes, on les a de manière un peu espacée. Et si demain, on peut avoir une commande de 2 000, 3 000, 10 000 venant de l'État ou bien alors subventionnée par l'État, les prix vont être diminués. Donc, sur la vente, c'est ça. On va évoluer vers un modèle d'abonnement où l'éleveur, il met 20 000 pour le collier et chaque mois, il donne 2 500 francs par collier. Donc, voilà, on a ces 2 formules hybrides. Celui qui veut acheter et être autonome, voilà son prix. Celui qui veut aller vers un modèle de location, voilà son prix. Voilà. Mais tout ceci est assujetti aussi à une étude préalable selon l'environnement, le lieu géographique et pas mal d'autres paramètres. Merci Ousmane. Merci Eliman. En tout cas, moi je viendrai très rapidement, comment dire, j'allais dire technologiser, mais bon, ça n'existe pas. En tout cas, connecter mes moutons et mes chèvres, hein, parce que Madame Diaye le disait au début de
ce numéro des après-midi de la tech. Moi, j'ai toujours eu disons, la même peur hein, que tout le monde finalement. J'ai eu envie à un certain moment d'investir un peu dans l'élevage au village, à Saint-Louis, mais je pensais toujours aux voleurs. Mon mouton de Tabaski, je ne l'achète que 24 heures à 24 heures de la grande fête du mouton. Mais bien entendu, évidemment, on ne peut pas vivre dans la peur aussi, ce n'est pas productif. Il faut avancer avec la technologie et avec les acteurs aussi, parce que comme on le dit régulièrement, la technologie n'est la finalité de rien du tout, d'aucune politique, c'est juste un moyen qu'on utilise. Elle va donc aider les forces de défense et de sécurité à mieux faire leur travail, hein. C'est simplement ça. Et je donne tout à l'heure la parole à Mme Ndiaye, à Colonel Sankoun Fati, à Ismaïla pour conclure. Mais moi, mon rêve de journaliste Haïti et de simple citoyen au Sénégal, c'est quoi? C'est qu'un jour, on puisse, par exemple, rien qu'à travers une alerte envoyée sur le téléphone du gendarme ou du policier, qu'on puisse arrêter les voleurs en temps réel, autrement dit, en real time, sur le terrain, sans pour autant passer par un intermédiaire, appeler le ministre, appeler le gouverneur, mais que le policier ou le gendarme intervienne simplement parce que nous sommes respectés en tant que citoyens d'un pays qui contribuent régulièrement à nos impôts, simplement. Et puis l'autre aspect, bien évidemment, et Eliman se reconnaîtra là-dedans, quand on parle d'IoT, d'objets connectés, mon autre rêve aujourd'hui pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour inclure les autres comme Djibril et les autres, c'est qu'on puisse un jour, rien qu'à travers la manipulation d'objets chez soi, que le médecin puisse nous envoyer un SMS en nous disant que vous devrez souffrir de ceci ou de cela, venez me voir demain, je vais vous consulter. Moi, c'est vraiment mon rêve, hein, que la technologie nous aide à avancer, à mieux vivre, mais surtout que la technologie connecte un peu les forces de défense et de sécurité qui sont préposées à notre sécurité. Encore une fois, Madame Ndiaye, Ismaïla et puis Colonel Sankoun pour terminer. Merci beaucoup, M. Gueye. Félicitations encore une fois à M. Kane pour cette initiative qu'il a eue. J'ai bien aimé même la présentation qu'il a fait. Parce que vous savez que l'élevage, ça apporte beaucoup. Mais comme vous l'avez dit, M. Gueye, beaucoup de personnes ont peur de s'investir dans l'élevage à cause du vol. Mais comme M. Chrysostome je vais vous aider. Chrysostome a dit tout le temps. Voilà. Chrysostome, je ne vais pas mal prononcer. Voilà. Il va me comprendre. Il a parlé de quelque chose qui est très important. C'est de joindre nos efforts. Ça doit être une lutte synergique. Ça doit concerner tout le monde, doit être inclusif. Tout le monde doit... La lutte doit être de façon collective. Tout le monde doit s'y imprégner. Et je vois même le projet de Liman Kane, il y a les mairies qui s'activent aussi dans l'île. Parce que comme vous le savez, il y a les zones intercommunales, Malikunda, Tchadja et Sanjara, si je me rappelle bien, ils sont en train de faire quelque chose pour l'élevage. Maintenant, si on met ces enclos fermes intégrés que vous dites là-bas, ce serait un plus. Ce serait pour un plus pour le développement du secteur. On va le faire comme un modèle aussi. Je pense que notre rôle, ce sera de vous accompagner aussi, de créer ce lien entre les collectivités locales et vous. Par rapport à cette nouvelle technologie, comment on peut l'exploiter sur le programme et budget qu'ils sont en train de dérouler sur le terrain, parce qu'ils veulent faire des fermes intégrées. Maintenant, ces fermes intégrées, s'ils sont intelligents, avec la culture fourragère et aussi les emplois connectés, c'est important de les faire. Donc, je vais prendre vos contacts inbox après pour qu'on puisse discuter comment on se rencontrer pour discuter de ça et essayer de trouver des solutions ensemble. Et aussi dire que bientôt, on va convoquer on va organiser des grandes semaines de grandes rencontres pour discuter avec tout le monde sur le vol de bétail. Parce que ça concerne tous les secteurs. Ça concerne... Oui, on va le faire instamment, Inch'Allah, et vous serez tous invités par rapport à ça pour que nous puissions discuter de ça. C'est important et c'est primordial parce que le vol du bétail, c'est un mal qui gangrène le secteur de l'élevage. Il est là et on doit faire tous nos efforts pour que ce soit un mauvais souvenir. J'ai donné l'exemple des téléphones portables. Un portable, rapidement, on les trouve par localisation. Maintenant, si on peut localiser le bétail partout où il se suit, je pense que
ça va aider beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, M. Gueye, de nous avoir permis cette rencontre pour que nous puissions discuter avec vous, de connaître aussi M. Kane. On n'a pas encore vu, peut-être manquera pas, on va vous voir, Inch'Allah, pour discuter de ça. Colonel Fatih aussi, merci d'être là. Ismaïla, on est ravis de parler de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Fall, Madame Ndiaye. Voilà, comme ça, on concilie les deux très rapidement. Colonel Sankoul Fatih. Voilà, donc, renouveler les encouragements pour cette initiative. Bon, mais je reviens un peu sur, disons, la connexion avec nos centres d'opération. Donc, d'abord, pour rassurer sur ce point, parce que dès que l'alerte est donnée et qu'on puisse en même temps identifier, l'alerte donne en même temps, disons, disons les coordonnées de disons, le numéro de la victime. Bon, le centre d'opération, ben, et c'est ce qui se fait. Quand on alerte, on interroge celui qui a donné l'alerte pour avoir des informations que les analystes qui sont sur place peuvent analyser tout de suite pour pouvoir faire intervenir des gens. Donc, je dis que ça, sur ce plan, bon, il n'y a que ce problème technique qu'il faut régler. Disons, l'alerte est en même temps, donnée en même temps, à temps réel, l'information sur, disons, la victime ou son environnement immédiat pour que les gendarmes puissent, disons, appeler pour demander des informations complémentaires leur permettant de faire agir une unité. Bon, deuxième, disons, souci, parce que je vous ai dit que nous sommes en zone frontalière. Bon, mais à partir vous savez, bon, la connectivité, quand vous arrivez à un certain moment, je cherche un peu un ami qui habite mairie là. Dès qu'on approche le village, bon, on reçoit un SMS là, de la Mauritanie pour dire qu'ils ont bienvenue en Mauritanie. Alors, ça veut dire que si la bête passe, pour moi, de l'autre côté, bon, on la perd. Donc, c'est un peu ces soucis que je voudrais soulever, mais sinon, bon, mais saluer encore cette initiative. Et voilà, disons, une recommandation, c'est-à-dire il faut peut-être identifier dans les différentes régions, donc, disons, des fermes pilotes ou bien des pasteurs pilotes, donc des éleveurs pilotes, pour pouvoir justement, disons, non seulement tester le système, mais également vulgariser, parce que quand déjà il y a déjà, disons, une expérience réussie, disons, ça pourra faire, disons, tâche d'huile. Dès qu'il y a, disons, dans la région bien déterminée, disons, cette ferme ou bien cet éleveur pilote qui peut disons, lancer cette initiative. Ça pourrait marcher. Et maintenant, nous autres, la société civile, et qui sont avec les populations, pour justement aider à la mise en place de ces comités de vigilance, bon, la connexion peut être, disons, la moyenne peut être, peut prendre à ce niveau. Merci beaucoup, colonel Sankoul Fatih. Merci surtout pour votre ouverture au monde de la technologie, parce qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Ça nous réjouit. Ismaïla Sow, Ismaïla Junior. Voilà, donc juste renouveler mes félicitations à l'endroit de M. Kane, en tout cas pour cet effort consenti là. Et je pense très bien que c'est un frère qui mérite d'être accompagné, au moins pour pouvoir accompagner cette population-là, qui est la population d'éleveurs. Donc là, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des organisations que nous sommes, que ce soit également comme M. Gueye, comme vous l'avez fait, au niveau des médias. En tout cas, ce sont ces genres de jeunes-là que le pays a besoin au moins pour faire avancer. Étant donné que nous sommes aujourd'hui dans un où on parle de modernisation des systèmes d'exploitation des éleveurs. Je pense que c'est ça la modernisation. Moi, j'ai l'habitude de le dire ça même, que la modernisation n'est pas uniquement d'exporter du bétail, mais c'est au niveau des consciences. Donc,
force revient aujourd'hui à travailler ensemble pour au moins rendre en tout cas ce secteur-là beaucoup plus attractif, beaucoup plus compétitif, mais également sécuriser convenablement ces exploitations-là. Et je pense très bien que M. Khan a donné un bon exemple qui mérite d'être accompagné. Donc, félicitations, M. Khan. Autre chose que je voudrais qu'au moins qu'on tient en compte, c'est la vulgarisation de cet outil-là. Nous qui en parlons aujourd'hui, on a des problèmes pour savoir de quoi s'agit réellement. Même dans mes paroles, vous savez très bien qu'il y a un manque criard d'informations qui circulent autour de cette technologie-là. Et pourtant, je dois parler avec les éleveurs. Pourtant, je dois parler avec le président. Donc ça, il faut au moins qu'on travaille en collaboration avec le ministère de l'élevage, avec les autres parties prenantes, à vulgariser davantage cet outil-là, pour permettre au moins tout le monde d'avoir le même niveau d'information sur cet outil-là. Parce que même au sein des ministères aujourd'hui, vous les posez même ces mêmes questions-là, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à cette information. Donc ça c'est évident. Voilà. Maintenant, le reste, c'est remercier en tout cas vivement Dr Fall, à qui en tout cas nous dirons merci pour son parcours à Thiès. J'ai entendu les gens parler, donc pour le travail remarquable qu'elle a effectué là-bas. Et également mon colonel, M. Sakounan et l'autre, voilà, Sakoun Fati et l'autre qui est là. En tout cas, j'ai vu Samba de l'Italie. En tout cas, je vous remercie vous tous. Et toutes mes remerciements également, M. Guy. Merci. Merci beaucoup. Merci Ismaïla. Alors, Mamoudou, en quelques secondes, on conclut, s'il te plaît. Merci beaucoup. Juste pour sur la partie zone frontalière avec les SMS. Pour dire qu'aujourd'hui, avec les pays qui nous entourent, on a le roaming qui existe et l'opérateur qui sera choisi dans un cadre de partenariat, il peut même permettre que ce soit du post-paid parce que ce n'est pas un appareil que nous manipulons, c'est juste quand il y a un événement qu'il envoie. Donc, je peux être en Guinée-Bissau et recevoir un SMS. C'est-à-dire l'appareil peut continuer à émettre et après, maintenant, nous, derrière, on va gérer la facture avec l'opérateur. C'est juste ce point-là pour dire que le système peut être très large. Et merci encore, Ousmane, d'avoir pu réunir l'ensemble de ces acteurs. Ça m'a même permis de porter un regard nouveau. Grand Sow, ce que vous avez dit est très pertinent. Donc voilà, on va essayer d'avancer. C'est vrai qu'il y a toujours un manque d'informations. Et docteur Fall, mon colonel, je suis vraiment ravi de vous avoir eu. Et on va essayer de continuer la discussion off pour essayer maintenant de vraiment bâtir quelque chose, de partir sur quelque chose de concret. Quelle que soit sa taille, mais allons sur quelque chose de concret. Merci encore une fois. Merci à Ousmane. Merci à tout le monde. Je signale, comme on parlait des zones frontalières, parce que les télécoms sont la grande passion de ma vie de journaliste Haïti, qu'il y a le Puma que vous connaissez tous, bien entendu, et qui travaille un peu à la correction de ces problèmes téléphoniques au niveau des frontières. Et ça, c'est un gros aspect numérique du Puma qui ne s'occupe pas que de numérique. Et ce serait bien d'ailleurs de voir avec le Puma ce qui pourrait être fait en termes de mutualisation des moyens dans ce cadre. Merci infiniment à tout le monde. Je vous promets, je prends l'engagement, Inch'Allah, que très bientôt à la télé, nous parlerons du vol de bétail avec ces mêmes acteurs, mais en Wolof, parce que l'une de mes insatisfactions, voilà, de mes insatisfactions tout au long de ce panel, c'est qu'on n'a pas pu nous exprimer aussi en Pulaar, en Wolof, en Serera, parce que les Sérères aussi nous concurrent sur le bétail, quoi. C'est aussi de grands éleveurs. Je pense un peu à mes amis de Ndiaganyao, bien entendu, que je salue très, très fraternellement cet après-midi. Donc, on va se donner rendez-vous très certainement, Inch'Allah, dans une émission de télévision. On parlera du vol de bétail en Wolof avec les solutions de Eliman, de tant d'autres Sénégalais que je connais qui viendront bien sûr nous exposer un peu ce qu'ils font. Et derrière, on attendra bien sûr les assurances de Dr Fall, Madame Diaye, du ministère de l'élevage dont elle est en charge, dont elle gère la cellule anti-vol, vol de bétail. Et puis merci à Eliman, à Madame Diaye. Merci au colonel Sankoun Fati. Il m'a permis d'ailleurs de le voir pour la première fois parce que, colonel, nos interventions, nos discussions s'arrêtent au téléphone, à la radio. C'était l'audio. Aujourd'hui, c'est comme si on s'était rencontrés. Je vous serre fraternellement la main comme je la serre à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, colonel. Et merci également à Ismaël. Bon, j'ai dit que ça m'a goranga parce que mon épouse est de la famille gay. Ah, d'accord. Donc, il faut que vous soyez ouvert.
dinaa ñëw ziar le colonel dinaa ñëw ziar vraiment. Ah non, mais il faut venir. J'allais montrer mon univers là, ici. Hein. Vraiment, tout est vert. Ah, machallah. D'accord, colonel. D'accord, je serais ravi et j'en profite pour te remercier infiniment pour ta disponibilité dans le cadre de notre travail de journaliste à la radio, à la télé. Merci également à Ismaïla Sow, je l'ai dit. Ismaïla Junior, on a une pensée fraternelle forte pour le Ismaïla Senior, à qui nous souhaitons bien sûr prompt rétablissement. Je pense n'avoir oublié personne, colonel Sankout Fatih Ismaïla. Donc vous voyez en arrière-plan là. Waouh. Mahmoud, il faut qu'on y aille, hein? Comme ça, moi, je vais en profiter pour voir un peu. Avec plaisir. Je ne connais pas encore Kédougou, Casamance, je ne connais pas le Fouta. Et ce n'est pas très, très gentil, hein? Très, très professionnel de ma part. En tout cas, merci pour ces deux images. Hein? Wow, merci. La maison vous est ouverte. Et les jardins également. Merci pour ces images. On attendra que Ismaël Sow et Mahmoudou nous livrent un peu notre lait tout frais, tout chaud, là à domicile. Je remercie côté discutants, Chrysostome Koumbi Samba, plus de 20 ans, comme Monsieur Cybersécurité de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est pas rien, on est très très fiers de ce parcours d'un Africain qui se met exclusivement au service de l'Afrique, même à des kilomètres et des kilomètres de chez nous géographiquement, parce que ce qui importe, comme on le dit en Wolof, ce n'est pas d'appartenir à la cité, c'est de faire quelque chose de très concret, de très décisif pour la cité. Et puis en plus de lui, je salue Djibril Diao, que nous avons déjà reçu ici, et qui travaille dans le monde des ressources humaines globalement. Djibril, j'ai du mal à le situer, mais globalement, c'est ça. On prend le rendez-vous mercredi prochain. Nous serons le 9 mars 2022, Inch'Allah. Et nous mettrons sur la table d'autres thématiques en rapport avec la marche de notre société. Merci. Ce panel fera l'objet de replay un peu plus tard, dans quelques minutes ou quelques heures, Inch'Allah, et vous aurez la possibilité de le partager à volonté. Merci encore, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, merci à vous.